Loïc, ça fait combien de temps? Ça fait un peu plus d'un an que je Ouais, t'étais la dernière fois que je t'ai appelé, tu sortais juste de prison en Allemagne. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, d'ailleurs présente-toi. Enfin, j'allais dire un militant, mais t'es plus que ça, quoi. Un activiste, comment on peut dire? disons que j'ai commencé à m'engager par rapport à la lutte à Bure contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Et je l'ai fait beaucoup d'abord à travers Anonymous. C'est Oui. de l'activisme sur Internet avec des cyberattaques. Et moi, je me limitais à la création de textes, à la mise en place de vidéos, à la communication un peu plus, et le lien entre la communication et l'attaque qui était réalisée. Et pour ça, j'ai eu un procès qui date de 2015 pour complicité d'attaque informatique. Et donc, Oui. c'était contre les grands projets inutiles et imposés, donc tout ce qui est déni de démocratie au niveau local pour les projets qui sont imposés. Donc, il y avait Bure, Notre-Dame-des-Landes, Sivins, il y a aussi les grands On va y déploiements. venir à la raison pour laquelle je voulais t'inviter, mais c'est simplement, donc, on se connaît parce que j'ai lu dans la presse il y a un peu plus d'un an que tu étais emprisonné en Allemagne parce que, en gros, on te reprochait d'avoir jeté un pavé sur des flics allemands, accusation que tu nies, mais tu étais dans ces manifs-là et ils ont attrapé comme ça quelques personnes, dont toi. Et donc, tu es toujours dans cette procédure-là. Tu as fait combien de temps de prison en Allemagne? Alors, j'ai fait 1 an et 4 mois de prison ferme. Donc, Ouais. j'ai eu un mandat d'arrêt européen. Ils sont venus me chercher chez mes parents, mais j'étais pas présent. J'ai fait 3 mois de cavale aussi. Il y a un article sur Mediapart qui s'appelle J'ai choisi la cavale, qui explique pourquoi j'ai fait Mm. ce choix, parce que c'était une procédure énorme qui me faisait beaucoup peur. D'ailleurs, elle n'est toujours pas terminée. Et puis, Et c'est un appel en cours. Mm. pardon? Il y a un appel en cours qui Il aura y a un lieu appel en septembre. qui a lieu le 1er septembre à Leipzig. Ouais. Et du coup, là, c'est par rapport à ce procès-là. Alors après, c'est sûr que moi, ce qui est le plus choquant dans ce procès, c'est la dimension de charge collective, c'est-à-dire qu'on va te rendre responsable de tout ce qui se passe, de tous les dégâts d'une manifestation. Et il y a une manifestation, donc c'est surtout celle-ci qui a alimenté le dossier, la manifestation de l'Elbe-Chaussée, donc c'est une des rues les plus bourgeoises de Hambourg, où là, je suis accusé en 20 minutes de plus d'1 million d'euros de dégâts. Tout ce qui s'est passé, même après, une fois que j'ai quitté soi-disant la manifestation, ça continue, je suis encore accusé. Et dans cette manifestation, ils m'accusent uniquement d'avoir jeté un pétard dans une banque. Et encore ça, c'est même pas vérifié. Enfin, c'est complètement farfelu comment ils arrivent à définir que c'est moi. Et je me suis même pas prononcé là-dessus parce que je leur avais dit au procès, moi je suis d'accord de me prononcer sur les actes pour lesquels vous m'accusez, mais je veux que vous vous limitiez à ça et pas que vous m'accusiez de tout ce qui se passe dans une manifestation parce que je refuse cette manière de désindividualiser la peine et d'en mettre une charge collective. Parce que plusieurs fois, il y a eu la question, en fait, quelle est la limite d'acceptation de ce qui se passe en manifestation si à ce moment-là, on devient responsable de tout ce qui se passe autour de soi. Et ça n'avait aucun sens. Donc finalement, la juge n'a pas suivi le procureur qui voulait même continuer à mettre la peine après qu'on ait quitté la manifestation. Mais c'était quand même un délire exceptionnel. Et donc, oui, juste pour revenir très rapidement, donc il y a ça, le pétard dans une banque. Et après, il y a un autre moment où il y a une grand-mère qui se prend un jet du canon à eau. Et moi, j'étais à côté. Et du coup, ça m'énerve. Je prends des pierres, j'en prends deux, je les jette sur le canon à eau. Et il y a un autre moment aussi où je suis accusé d'avoir jeté une bouteille de bière sur la police sans avoir réussi à les atteindre. Et donc, en gros, c'est les charges pour lesquelles j'ai fait 1 an et 4 mois de prison. J'ai été condamné à 3 ans ferme. Et le procureur a fait appel et il veut me mettre 4 ans et 9 mois ferme. Et là, je viens d'avoir la nouvelle parce que j'ai un ami qui est venu pour un peu discuter de ce procès. Et en fait, le truc des 2 tiers de la peine, c'est même pas sûr. Donc ça veut dire que là, peut-être, je vais devoir encore faire tout ce qui me reste. Je sais pas, ça fait combien de mois, mais là, j'ai fait 1 an et 4 mois. Faut que je fasse les 3 ans complets en prison si c'est confirmé, apparemment. C'est même pas Non, certain mais qu'il y ait une remise de peine ouais, par enfin, rapport. ce que je peux dire, parce que je connais le dossier, je connais l'histoire, j'ai lu ce que tu as écrit, c'est une des affaires les plus scandaleuses en termes de répression, en termes de violence des États, puisque ce qu'il faut dire, c'est que les Allemands, les policiers français ont été complices des demandes complètement iniques des Allemands. Ils sont venus te chercher chez toi, ils t'ont amené et voilà, et tu t'es retrouvé embringué dans cette histoire allemande qui est un déni de justice, de liberté. Enfin, c'est vraiment affreux et tu as beaucoup de courage, et je te l'ai dit. Et donc, et en France, tu n'es pas suffisamment médiatisé. Enfin, Non, non, donc, c'est c'est pour effrayant. ça que j'avais envie. Et là en fait, donc, ce préambule étant passé, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un débat
Blast a organisé avec d'autres sites un débat récemment dans lequel il y avait un avocat qui s'appelle Ari Halimi. J'ai failli ne pas arriver ce soir parce que j'étais à une audience. Je l'évoque parce que ça a un lien avec le sujet de ce soir. Je défendais ce couple qui est accusé d'avoir volé 4 fourchettes au Fouquet's le jour de la manifestation des Gilets jaunes, après que le Fouquet's ait été détruit. Et on a vu déjà, parce que l'un des sujets de ce soir, c'est de savoir si on devra résister, si on ne gagne pas. Il y a beaucoup de gens qui résistent. Cet avocat sortait du tribunal et lors du débat, il me dit, oui, juste avant, il y avait un jeune militant qui était un truc complètement dingue au niveau du parquet de Paris. Il était poursuivi pour une pénétration informatique. Et donc, il m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais qui c'est ce jeune militant? Et poum, je tombe sur toi, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'ai repris contact avec toi. Je voudrais que tu nous expliques un petit peu ta démarche et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Pourquoi on t'accuse, enfin, quel est cet acharnement complètement incroyable aussi du parquet de Paris à ton égard? Il faut dire, en gros, quand même, tu les attires, les emmerdes, là. C'est pas possible Et pourtant, quand on te voit, enfin, tu vois, raconte un peu. Du coup, oui, ce procès-là, c'est d'abord, donc il y a eu un tout premier procès Anonymous, pour lequel j'étais accusé du ministère de la Défense par rapport à Rémi Fraisse, de l'ANDRA, le site internet de la gestion nationale des déchets radioactifs. Et tout ça, c'était en gros un premier procès Anonymous, auquel j'ai eu 4 mois de prison avec sursis. Il y avait 200 personnes qui étaient venues soutenir, parce que je risquais 10 ans de prison, ça avait fait un petit peu des gros titres dans la presse. Et moi, je suis vraiment que accusé, pas d'avoir fait les attaques, mais juste d'être complice, donc d'avoir à un moment donné publié une liste où il y a des sites internet qui sont des cibles. Et aussi d'avoir fait des vidéos, des revendications, écrit des textes. On est en quelle année, là, Loïc? En 2015. Et du coup, quelques semaines après ce premier procès... On est après la mort de Rémi Fraisse. Après la mort de Rémi Fraisse, oui. C'était des actions qui ont eu lieu après. Il y en avait aussi eu avant, mais ça, c'était après. Et quelques jours après le Bataclan, donc il y a eu la COP21, moi, je suis allé manifester... par rapport à la COP21, cette espèce de sommet ridicule où en fait rien n'est fait par rapport au réchauffement climatique et c'est que du blabla et c'est de l'enfumage. Et il y a beaucoup de gens qui y sont allés. Et en fait, ce qui est assez exceptionnel, juste pendant ce rassemblement, ils ont utilisé les outils, alors qu'on est à 2-3 semaines après le Bataclan. Déjà, ils utilisent les outils contre le terrorisme à des fins politiques, contre des militants écologistes. Moi, j'ai un ami qui était assigné à résidence à Paris et il ne pouvait pas sortir de chez lui. Il y avait des flics devant chez lui, quoi. Complètement ahurissant. Et moi, du coup, j'y suis allé. Toute manifestation était interdite. Je me suis retrouvé nassé place de la République. On s'est fait matraquer, on s'est fait défoncer. Il y a même une personne qui dit, regardez la blague, ça faisait 4 heures qu'on était bloqués place de la République. Et il dit, regardez, le Figaro, il titre des centaines de manifestants font jour face aux forces de l'ordre place de la République, alors qu'on était bloqués et qu'on voulait partir depuis 3 heures. Et donc, en fait, moi, je me suis dit, mais c'est complètement incohérent ce qui se passe. Il y a un mensonge énorme de la part des médias. Donc, je suis rentré chez moi, chez mes parents. Et là, j'ai fait toute la nuit une compile des violences policières qu'on peut retrouver sur mon Facebook, qui a fait 4 millions de vues. 80 000 partages, plein de commentaires, des milliers et des milliers de commentaires, et notamment 300 commentaires environ de policiers de Paris qui disent c'est n'importe quoi cette vidéo, vous montrez que les violences des manifestants, mais j'ai bien précisé que c'était en réponse à la manipulation médiatique et le fait qu'on ne montrait aucune violence policière. Et du coup, je pense, ça c'est ma théorie, parce qu'en fait, quelques semaines après, juste une semaine après, il y a la DGSI qui revient chez moi, à mon domicile, pour une attaque informatique sur la préfecture de police de Paris, à l'époque quelques jours après la mort de Rémi Fraisse. Et donc, ce qui est bizarre, c'est que c'est un site internet pour lequel il y a déjà eu dans les investigations, dans les dossiers, il y avait déjà eu des demandes et ils ont dit non, mais comme cette visite de la DGSI chez toi intervient combien de temps après l'attaque informatique? L'attaque informatique, un an, un peu plus d'1 an. Un an après. Et là, tu ne sais pas pourquoi ils viennent quand ils viennent. Ah non, je ne sais pas pourquoi ils viennent. Et en fait, après, ils me disent que c'est par rapport à ce site internet. Et ce site internet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque du premier procès, c'était écrit dans leur rapport, parce que la DGSI posait des questions sur plein de sites internet différents, et ils disent non, mais comme le site de la préfecture de police de Paris, l'attaque n'a duré que 18 minutes, ça n'a pas fait l'objet d'un rapport d'incident. Donc en gros, ils s'en foutaient un petit peu, quoi. Donc il y a eu une pénétration, en gros, Anonymous pour se venger, pour répondre à la mort de Rémi Fraisse. Il y a une opération Anonymous qui consiste en quoi? En gros, ça consiste à envoyer des requêtes sur... Après, je ne sais pas exactement ce qui a été fait. Moi, je me limitais à la publication des cibles. Mais en gros, c'était une attaque par des services, je crois qu'il y avait eu. Et ça avait bloqué
Même pas, non, ça n'a même pas réussi à bloquer le site internet de la préfecture de police de Paris, ça a seulement ralenti. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils disent que ça n'a pas fait l'objet d'un rapport d'incident, ça a duré 18 minutes, ça a juste ralenti un petit peu. Et vous allez nous expliquer comment, pourquoi, il y a eu un site hors service hier, celui du ministère de la Défense. A priori, c'est une cyberattaque. Effectivement, alors ça s'est passé en fin de matinée en fait, et quand vous alliez sur le site du ministère de la Défense, vous trouviez en fait une page inaccessible, une page comme celle-ci, où c'était marqué « Connexion échouée », tout simplement parce que, on va voir la cause, on la trouve sur Twitter, c'est un groupe d'Anonymous, des pirates informatiques qui expliquent qu'ils ont en fait planter le site du ministère de la Défense pour rendre hommage à Rémi Fraisse, ce manifestant qui était décédé lors des manifestations à Sivins, c'était à la fin du mois d'octobre. Comment ils ont fait ? A priori, il n'y a pas eu de données qui ont été volées, dérobées, il n'y a pas eu de prise de contrôle à proprement dit du site. En fait, ils ont envoyé un maximum de requêtes au serveur du site pour le saturer et pour qu'en fait, il ne fonctionne plus. Toi, Loïc, en quoi tu as collaboré à cette attaque d'Anonymous ? Ils disent justement, bon alors c'est ça où là j'ai fait une erreur quand même. À un moment donné, il y a plein de, sur les chats Anonymous, il y a plein de personnes qui publient des listes des cibles liées à l'opération contre les grands projets inutiles à imposer. Et je me suis dit, bon, bah, ce serait bien pour organiser un petit peu le truc, enfin pour le mettre un peu plus clair, copier-coller tous ces sites et puis le mettre sur un pass-bin, donc c'est un truc en ligne, un espèce de document Word aussi que tu peux utiliser pour écrire des textes. Et donc j'ai juste condensé tout ça pour que ça soit un petit peu plus tout au même endroit. Et le problème, c'est que j'ai fait avec mon adresse IP. Bon, je ne savais pas que ça pouvait être préjudiciable. Et donc, ça caractérise. C'était avec quoi ? Je n'ai pas compris. Avec mon adresse IP. Ah oui. Donc, et du coup, ça caractérise la complicité parce qu'ils estiment que j'ai participé à l'élaboration de la réflexion pour réaliser les attaques en désignant les cibles. Voilà. Donc, ça, c'est la part de responsabilité qui m'est imputée. Et ce qui est exceptionnel, donc, c'est que ce procès, il arrive. Et en fait, il y a un principe en droit qui est le principe de non bis in idem, ne pas être jugé deux fois pour la même chose. C'est un principe qui date de l'époque romaine. Oui. Et en fait, ils m'ont quand même... non, donc j'ai eu ce premier procès, et là, le juge, il a écouté la plaidoirie, et il a retenu. Donc j'ai été relaxé, parce qu'en effet, j'ai déjà eu un procès Anonymous, et que le site du ministère de la Défense, juste en dessous, il y a le site de la préfecture de police de Paris, sur la liste qui m'accuse d'avoir publié. Donc en fait, le fait matériel pour lequel j'ai été jugé, il englobe plein de choses, plein de sites internet. On ne peut pas les séparer et faire plein de petits procès. Oui, j'essaie de comprendre. Donc, tu as été jugé une première fois et tu as été condamné ou relaxé ? Condamné. La première fois, c'est condamné. 4 mois de sursis. 4 mois avec sursis avec d'autres militants d'Anonymous militants, voilà, 3 personnes. Ouais. Donc ça, c'était en quelle année ça ? Et ça remonte en 2015. 2015, juste après l'agression. Donc tu es condamné. Et là, ils réattaquent uniquement sur la préfecture. C'est ça. Et en plus, ils me mettent tout seul aussi. Mais en même temps, c'est plutôt normal. Mais bref, ils me mettent tout seul sur ce procès-là. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu des reports. Il y a eu un appel du procureur, même pas de la préfecture de police de Paris d'ailleurs, parce qu'eux, ils demandaient 4 000 euros. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. Ils demandaient 4 000 euros de préjudice pour l'image, alors que normalement, pour les procès que j'ai déjà eus, c'était un préjudice de dédommagement matériel. Et le fait qu'ils demandent un préjudice d'image, moi, ça faisait vraiment écho à cette vidéo que j'avais publiée justement par rapport au maintien de l'ordre de la préfecture de police de Paris. Et justement, ça entache beaucoup leur image. Et moi, de mon point de vue, c'est que cette vidéo qui a fait le buzz, ils se sont dit, mais c'est qui ce blanc là qui a fait cette vidéo ? Ils ont regardé vite fait, ils ont fait, ah tiens, c'est ce compte Facebook. Ah, mais en fait, c'est une personne qui avait à l'époque attaqué notre site internet, mais on ne l'avait même pas poursuivi parce que ça ne durait que 18 minutes. Bon, bah, on va lui remettre un petit procès, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Surtout que finalement, donc, le juge relaxe, non bis in idem, je ne peux pas être jugé. Et là, le proc fait appel. Il va y avoir des renvois. Donc, de 2016 jusqu'à récemment, c'était en juin de cette année. Et donc, on a perdu votre dossier, on a oublié de prévenir le procureur, on a oublié de prévenir la préfecture de police de Paris. On pensait que vous étiez encore en prison par rapport à... Bon, donc, j'ai eu 6-7 reports comme ça de ce procès. Et là, la surprise générale, donc un nouveau juge, un nouveau proc, c'est plus du tout les mêmes, il se passe les dossiers, machin. Le proc, il oublie totalement ce qui a été demandé en première audience, les 4 000 euros, et il invente un nouveau truc. Il dit, bon, bah, moi, je demande 10 mois de prison avec sursis en espérant que ça le remette dans le droit chemin, parce que c'est inadmissible de légitimer ce genre d'attaque sur nos structures, de nous attaquer au fondement même de ce que nous sommes. Et moi, je lui dis, mais attendez, c'est ça le fondement même de ce que nous sommes ? Tuer un militant écologiste sur un projet qui, en plus, est déclaré illégal ? En fait, il loue le droit chemin, là. Vous pouvez le remettre aussi, vous, sur le droit chemin, Rémi Fraisse, parce que là, je ne sais pas ce que vous faites, ça n'a pas de sens. En fait, ça l'a énervé. Bon, du coup, il a dit une peine complètement ahurissante. Et à Limi, du coup, il était présent. Et c'était incroyable qu'il soit présent à cette audience, parce que c'est l'avocat de la famille de Rémi Fraisse. Donc, c'est vraiment un signe du destin qu'on soit rentré à ce moment-là. Et pour moi, c'est vraiment aussi... Enfin, c'était... En fait, Halimi, il essaye depuis des années et des années avec la famille de Rémi Fraisse d'obtenir ne serait-ce qu'une condamnation symbolique
sur la responsabilité des personnes qui ont tué Rémi Fraisse. Ne serait-ce même que sur les mensonges au début. Parce qu'au début, on dit, oui, c'est un engin explosif, on pense qu'il avait dans son sac à dos une bombe artisanale, alors qu'ils savent très bien, et que Mediapart l'a démontré, qu'ils savent très bien que depuis le début, ils savaient ce qui s'était passé. Moi, c'est ouf de voir que d'un côté, il y a un procès ridicule qui me concerne, où il y a 18 minutes, ils s'en foutent au début, mais finalement, ils en foutent tout un gros truc, et ça devient hyper politique, parce que maintenant, c'est 10 mois de prison avec sursis, même plus que ce premier procès, où il y avait le ministère de la Défense, il y avait des sites beaucoup plus importants qui étaient bloqués pendant beaucoup plus de jours. Et d'ailleurs, j'aimerais juste préciser, c'était juste la veille, d'ailleurs, enfin quelques jours avant les attentats de Charlie Hebdo, puis il y a eu des attaques sur le ministère de la Défense. Et le moment où il y a eu les attaques, le moment où il y a eu les attentats, ça a été même acté sur le truc de l'opération d'arrêter les attaques informatiques sur le ministère de la Défense pour qu'ils puissent se concentrer sur les attentats terroristes, quoi. Donc il y avait vraiment en plus un truc qui était, c'était fait d'une manière où on analysait aussi ce qui se passait au niveau de Tu veux dire que même Anonymous a respecté cette trêve. Et après, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que j'ai été arrêté par la DGSI et ils m'ont dit, bon, bah, tu penses bien qu'on n'est pas là pour l'opération Charlie Hebdo, c'est pas ce qui nous dérange. Ils m'ont dit ça en garde à vue. Parce qu'après, il y a eu une autre opération aussi qui s'était lancée, c'était l'opération Charlie Hebdo, donc qui avait pour objectif de supprimer en fait tous les comptes de propagande islamiste terroriste sur Twitter et autres. Et il y a eu énormément d'actions et notre compte Twitter a été supprimé, quoi. Enfin, quand je dis notre, c'est la mouvance Anonymous. Hein. C'est pas moi qui était responsable de ce compte. Et généralement, Anonymous, les militants d'Anonymous, il y a une sorte de règle qui veut qu'aucun ne dit qu'il appartient à Anonymous. Bah, c'est sûr que pour ne pas se faire attraper, c'est la règle de base. Et même entre nous, d'ailleurs, on ne partage pas d'identité, on ne dit pas qui on est parce qu'on ne sait jamais si c'est un policier. Mais après, ça reste très vague et très varié, c'est très désorganisé. Donc, il n'y a pas du tout d'organisation, de structure. C'est des personnes qui se rencontrent à un moment. Et plutôt, l'organisation se fait en réaction à l'absurdité, par exemple, en réaction à une personne qui va être tuée, en réaction à un projet où l'État est en train de passer en force, en réaction à des attentats terroristes où la police, finalement, a une certaine incapacité à réagir sur certains points. En fait, il y avait même des personnes qui venaient, qu'on pense qui étaient de la police, pour récupérer les informations par rapport à certains comptes Twitter, des attentats, des personnes qui relayaient des propagandes islamistes. Donc, on sentait qu'il y avait même une espèce de coopération sur cette opération-là, un peu bizarre, qui laissait sous-entendre. Mais en attendant, je me suis quand même retrouvé en garde à vue par rapport à ce premier procès. D'ailleurs, juste, je tiens à dire que c'était totalement horrible. J'avais pas pris d'avocat parce que je ne savais pas trop, je n'étais pas checké, je n'étais pas militant trop avant. Je faisais juste des attaques et moi, ce qui me motivait, c'était le référendum local à Bure. Le fait qu'en 2006, il y a eu 50 000 personnes qui signaient à la main une pétition pour demander un référendum. Et les attaques, en gros, dans les revendications, c'était organiser votre référendum, faites la démocratie, comme vous dites, et après, on arrêtera les attaques. Et en fait, ça les a énervés. Et à force d'avoir des attaques à répétition, qui en plus étaient visibilisées par l'Est républicain, la presse locale, ça, c'est très important. Il faut aussi faire de la communication. Souvent, quand on fait des actions, on ne pense pas à faire de la communication. Et c'est hyper important d'expliquer pourquoi on fait une action et de la communiquer et pas juste faire une action par plaisir de faire une action. Parce que ça a un impact politique aussi, une action. Et ce qu'il faut dire, c'est que tu es engagé sur... Parce que les gens ont peut-être du mal à te suivre. Tu es engagé sur plusieurs fronts. Et à l'origine, tu l'as dit au début, tu es un militant... donc, toi, là, tes parents habitent en Meurthe-et-Moselle. Et Bure, c'est pas très loin, c'est dans la Meuse. C'est le site d'enfouissement des déchets radioactifs. Et depuis le départ, tu t'opposes à ça. Il y a un groupe assez organisé de militants. Et d'ailleurs, donne-nous des nouvelles. Enfin, comment ça se passe à Bure en ce moment? Où en êtes-vous? Oui, il y a eu un très, très gros procès il n'y a pas longtemps pour association de malfaiteurs où il y a plusieurs personnes. À Bar-le-Duc, non? Dont mon ancien avocat Étienne Ambrosini, mais qui finalement a été sorti de l'association de malfaiteurs. Et qui d'ailleurs dans sa défense a dit mais en fait si vous m'avez sorti de l'association de malfaiteurs je ne vois pas pourquoi vous ne sortez pas non plus tous les autres de cette association de malfaiteurs, ça n'a aucun sens. Et c'était à Bar-le-Duc et en fait c'est basé sur plusieurs manifestations où il y a eu des affrontements avec la police et notamment une manifestation d'ailleurs où il y a eu le pied d'une personne qui s'appelle Robin qui a été explosé par une grenade policière malgré sa chaussure de randonnée. Il y a eu 365 jours d'ITT. Et moi, mon point de vue, c'est juste que dès que la police elle fait une énorme erreur, ils construisent un gros truc en face pour légitimer l'énorme répression et l'énorme gaffe qu'ils viennent de faire. Donc, c'est de mon point de vue ce qui s'est passé. Et on voit qu'il y a une sélection, parce qu'ils disent, oui, donc ne faites pas de ce procès un procès politique, on se base sur des faits, il ne s'agit que de faits. Mais en attendant, le tribunal de Bar-le-Duc, il sélectionne les faits. Il y a des vigiles de l'Andra armés de bâtons et de boucliers en 2016 qui ont fracassé des personnes. Il y a des personnes qui se sont retrouvées à l'hôpital. Il y a des plaintes qui ont été déposées à ce tribunal. Elles n'ont pas été saisies. Il y a Emmanuel Hans, un ingénieur de l'Andra, qui prend une bouteille d'essence et qui la verse en vidéo. C'était relayé sur France 3. Qui la verse sur des opposants. Plainte, il n'y a rien qui est saisi. Donc en fait, il y a une sélection des faits qui est faite et cette sélection, elle est politique. Oh, c'est classe, ça va faire très beau sur la caméra. C'est très classe.
Et c'était clairement un acharnement, c'est pas fini, il y a des personnes qui ont eu du ferme, il y a des personnes qui ont eu du sursis, 18 mois de sursis, ça va être en septembre, ça va être confirmé. Et actuellement, sinon, il y a un événement qui a été annulé suite au pass sanitaire parce que ça va être trop compliqué à organiser, c'est les Burlesques, c'est un événement un peu festival tous les 2 ans. Et un autre événement qui s'appelle les Rayonnantes, qui va être une journée de mobilisation et de réflexion sur les questions féministes et de genre, et aussi par rapport... Parce que là, les travaux ont démarré, enfin, Non, actuellement, alors, pour recontextualiser rapidement, en 2016, ils ont commencé à vouloir couper la forêt pour faire les puits d'aération, donc les galeries. Et à ce moment-là, il y a eu plusieurs fois 2 ZAD, donc des occupations, des tentatives d'occuper la forêt, des actions en justice aussi au niveau légal, parce qu'ils ont coupé la forêt en fait en plein printemps, en pleine nidification, donc c'était totalement illégal d'un point de vue juste légaliste. Et donc il y a eu cette situation assez rigolote où ils avaient commencé à construire un mur assez grand en 2016, et il y a une manifestation qui arrive pour aller dans la forêt. Les policiers sont devant, et juste à 30-40 mètres avant que les manifestants n'arrivent dans la forêt, la police décide de quitter les lieux. Parce qu'en fait, le défrichement avait été déclaré illégal et ils ne pouvaient pas se permettre, pour leur image, de défendre quelque chose qui était illégal. En une après-midi, il y a tout le mur qui est tombé, qui est mis à terre. Et là, depuis 2016, cette action militante qui est mélangée à chaque fois, qui est mélangée avec le côté légaliste et le côté de manifestation sur le terrain et l'occupation avec les ZAD, ça a permis d'éviter que la forêt soit détruite. Donc ça, c'est quand même une grande victoire depuis. Les travaux sont bloqués à ce niveau-là. Là, ils sont sur la déclaration d'utilité publique. Ils veulent aussi se concentrer sur l'aménagement d'une nouvelle voie ferrée. Et c'est justement un des gros thèmes qui sera présent aussi lors des journées de mobilisation par rapport aux rayonnantes vis-à-vis de cette voie ferrée et de tous les autres infrastructures qui vont se construire petit à petit. Mais on n'est pas encore dans la phase où il y a les déchets, c'est encore le moment de se mobiliser. La forêt aussi, on peut encore la défendre à un moment où ils voudront la redétruire. Donc, ce n'est pas fini à ce niveau-là. Et vous êtes toujours, sinon, combien vous êtes il y a un noyau dur de militants et puis de sympathisants. Vous êtes soutenu aussi par de nombreux élus locaux. Tu peux faire un état des lieux. Est-ce que la mobilisation, en essayant d'être objectif, est-ce que ça faiblit? Est-ce que ça monte? Est-ce que les policiers sont toujours présents? Enfin, comment Il y ça a se toujours passe? des contrôles. Non, et du coup, oui, il y a toujours des contrôles. Un peu moins maintenant, on est quand même encore présent. Ils tournent. Ça fait un peu comme dans les banlieues, quoi, où il y a une grosse présence policière. Ça fait un peu particulier. On a un sentiment assez oppressant. Il y a même des fois des personnes en tri dans des camions militaires qui roulent, qui font des relèves et tout ça. C'est assez effrayant. Ils sont debout dans leur camion. Ça, il faudra une fois arriver à le filmer et à le partager parce qu'on a vraiment l'impression de vivre dans un territoire militarisé. Sinon, les élus locaux, récemment, il y a eu, par rapport à cette déclaration d'utilité publique, les mairies les municipalités peuvent dire un avis favorable ou défavorable. Bon, finalement, en fait, il n'est pas du tout pris en compte. C'est juste, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord, mais on s'en fout si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Donc, mais il y a quand même 11 communes autour, notamment Bure, Ribeaucourt, Mandran-Barrois, donc des communes vraiment proches du projet, qui ont émis un avis défavorable à la déclaration d'utilité publique, notamment parce qu'ils disent, en fait, on remarque bien que c'est un rouleau compresseur, c'est ce qu'a dit même la mairie de Bure, c'est un rouleau compresseur qui va détruire nos villages. Il n'y a aucune retombée économique comme prévu, ce que nous avez fait vendre au début. Il faut savoir qu'il y a plein de mensonges. Au début, ils ont dit, ne vous inquiétez pas, c'est qu'un laboratoire de recherche, c'est pas un centre d'enfouissement de déchets nucléaires. Si c'était un projet d'enfouissement de déchets nucléaires, bien entendu que nous y serions opposés. C'est ce que disait le Conseil général de la Meuse à l'époque, au tout début. Donc il y a aussi une manière de s'imposer, une réflexion qui est faite dans la manière d'imposer un projet par le mensonge et aussi par l'argent. Il y a 60 millions d'euros qui sont distribués chaque année en Meuse et Haute-Marne à travers le groupement d'intérêt public pour acheter les consciences et éviter les révoltes au niveau des élus. Mais là, donc, il y a un petit changement. Après, c'est sûr que la culture des élus dans la lutte et la culture militante, ça reste deux mondes. Et pour répondre après aux militants sur le terrain, les militantes, c'est très large. Il y a plusieurs personnes qui passent. Je dirais aussi que c'est très décentralisé et désorganisé finalement, parce que c'est aussi ce qui caractérise les mouvements plus anarchistes dans leur mode de fonctionnement. Toi, Mais en tout cas, tu il y te a toujours considères comme un militant anarchiste? moi, je me considère comme un militant anarchiste. Oui. Ouais. Et ce qu'il faut dire, c'est que tu es parti vivre là-bas. C'est-à-dire que vous vivez en quoi? C'est une communauté? Comment ça se passe? Bah, il y a plusieurs lieux plusieurs maisons qui ont été achetées par plusieurs personnes différentes, des petits collectifs différents. Et moi, personnellement, là-bas, je suis dans un projet de maraîchage qui s'appelle Les Semeuses. On cultive avec un paysan qui est aussi dans la lutte au niveau local, qui s'appelle Jean-Pierre Simon, un paysan qui refuse de donner ses terres aussi, qui nous prête 3 hectares de terre. Donc, on fait un projet en maraîchage, on est 8, ici on est sur notre 2e année. Et là, d'ailleurs, j'ai même réussi à avoir un contrat qui va commencer en août pour pouvoir être embauché.
Et ça va aussi peut-être m'aider par rapport au procès. Enfin, j'espère, même si probablement ça ne va pas marcher parce que c'est tellement hardcore ce qui se passe en Allemagne, puis même si tu as un travail, il viendra quand même te chercher. Mais du Oui, coup, ça, c'est... Loïc, parce qu'on se demande, toi, ton métier, c'est pas militant. Comment tu vis financièrement? Comment tu assumes? Bon, il y a assumer la charge mentale de tous ces procès, mais il y a aussi et économiquement, comment tu te sors enfin, comment tu arrives à un équilibre? Comment tu fais? Ben, moi, à l'époque où il y avait encore Notre-Dame-des-Landes, la ZAD et Silence d'ailleurs, Bure aussi quand il y avait les ZAD, moi j'ai beaucoup vécu comme ça en fait. À un moment donné, je me suis engagé pleinement dans la lutte et en fait dans les lieux comme ça d'émancipation collective, de partage, de commun, en fait on a beaucoup moins besoin, déjà il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de la bouffe, on met en commun, on essaie de la cultiver, de faire. Donc il y a des notions d'autonomie très fortes et les ZAD incarnent vraiment cette possibilité de s'extraire. Alors, c'est pas non plus utopique et tout ça. Il y a aussi des côtés où c'est très difficile de pouvoir s'extraire totalement. Mais d'une certaine manière, on peut vivre de manière alternative en opposition au principe de propriété privée ou plein d'autres choses très intéressantes. Moi, c'est plutôt ce que j'ai vécu pendant pas mal d'années. Et après, là, j'ai fait quelques. Des fois, je faisais c'est un peu bizarre, mais bon, je faisais des covoiturages Blablacar où je remplissais ma voiture et je faisais des allers-retours à Paris, par exemple. Et ça me permettait de sortir 100-150 euros par jour. Je faisais ça des fois 4-5 fois par mois pour avoir un petit peu d'argent. Comme je n'ai pas de loyer, ça me suffisait. Sinon, là aussi, depuis que je suis rentré d'Allemagne, où c'est vraiment la galère, et puis avec le coronavirus aussi, je me suis mis au RSA. Et là, j'arrive à la fin du RSA, donc, parce que je peux avoir un contrat en maraîchage qui commence en août. Et donc voilà, en gros, comment j'ai vécu par rapport à la question. Mais ça reste très compliqué. Sinon, tout ce qui est de saison, quoi. Je fais souvent les pommes, les mirabelles, ou alors les raisins, les vendanges, tout ça. Ça, c'est des trucs aussi que je fais. Et donc, mais excuse-moi si je te pose des questions plus personnelles, mais ça veut dire que tu n'as pas vraiment d'intimité. Là, tu rentres chez tes parents quand t'en peux plus. Enfin, comment tu. Je me souviens de la vidéo qu'on a faite en Allemagne. En Allemagne, tu étais aussi dans un appartement communautaire. Enfin, tu- Bah oui, c'est la grande question. C'est vrai que c'est un truc qui me pèse aussi de ne pas avoir de. C'est c'est très fort d'avoir cette vie en commun, mais c'est vrai que ça pèse aussi de ne pas avoir son espace propre. Après, peut-être que j'en aurai un de nouveau bientôt si je retourne en prison en Allemagne. non. Non, mais je pense quand même prendre un petit appartement en studio. C'est encore la réflexion, ou alors en coloc, mais je ne sais pas exactement encore. Je suis en réflexion, mais ça, c'est un point qui devrait dans les semaines à venir, justement. C'est marrant que je pose la question. Et tu as quel âge? 25. 25. Et donc, ça fait, alors si je te suis, ça fait depuis l'âge de quoi ça fait 8-9 ans maintenant que tu es dans cette mouvance. Ouais. Bah, au tout début d'Anonymous, j'avais 18-17 ans quand je faisais des vidéos. Mais à l'époque, je faisais vraiment que des vidéos. Je n'étais pas du tout en contact avec sur des réseaux où il y a des attaques informatiques qui se faisaient. Et après, plus à partir de 19 ans, oui, qu'il y a eu. Ouais, en gros, voilà. Après, c'est vrai que c'est très varié. Hein. À l'époque, c'était vraiment juste moi derrière un ordinateur. Après, je suis allé sur des lieux de lutte et je me suis aussi. J'ai appris beaucoup de choses et c'est très intéressant. Il y a une grande solidarité aussi entre les personnes dans les milieux de lutte. Et ça m'a beaucoup aidé. Par exemple, pour les procès aussi qui m'arrivent, j'ai des gros soutiens en Allemagne qui proposent de m'aider à payer les frais. Donc, je n'ai même pas à m'inquiéter par rapport à ça. Donc, c'est énorme de pouvoir avoir. Qu'est-ce qui te propose de payer tes frais? Bah, c'est un organisme qui soutient par rapport à. C'est comme un peu les trucs d'anti-répression en France. C'est des réseaux qui aident et qui soutiennent par rapport au procès. Et en Allemagne, c'est un gros truc qui s'appelle la Rote Hilfe, le Secours Rouge, et qui, lui, est très présent sur beaucoup de choses, beaucoup de terrain dans l'anti-répression en Allemagne. Parce que là, bon, il y a la procédure allemande et il y a la procédure à Paris à propos d'Anonymous. Tu n'as rien d'autre en magasin, là? Ces deux trucs-là, ou tu en as encore? Il y a 2 jours, je l'ai. Alors attends, je pense que je ne peux pas la montrer parce qu'il y a des numéros et il y a des trucs, mais je peux la plier. Bon, c'est un truc de la DGSI encore, ils sont revenus il y a 2-3 jours là. Ils te reprochent quoi là? Attends, je la plie pour cacher juste où j'habite et les noms des policiers. Enfin d'ailleurs, il n'y a pas leur nom, mais. Donc ça, c'est la convocation que j'ai. Et alors c'est assez drôle, c'est la première fois qu'ils mettent un nom de code au lieu de leur prénom. Je ne sais pas si tu verras. Oui, je vois. Et tu es convoqué où et pourquoi? Alors, je suis convoqué en tant que pour être entendu librement en qualité de témoin. Mais du coup, mes parents ont quand même dit, bah, du coup, s'il ne vient pas, qu'est-ce qui se passe?
Et ils ont fait, bon, bah, s'il ne vient pas, on viendra le chercher. Donc, Et là, ils veulent te voir pourquoi, là? Bah, c'est par rapport à accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données mis en œuvre par l'État. Donc, c'est typiquement ce qu'il y avait aussi par rapport aux attaques informatiques. C'est les mêmes les participations à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'une ou plusieurs infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 du Code pénal. Loïc, mais ça, c'est un truc en plus du procès parisien ou c'est lié? C'est un nouveau truc. Mais c'est la même histoire, non? Bah, je sais pas, ils disent que ça s'appelle, vu l'enquête diligentée sur le numéro 2018-208, en fait, il laisse aussi un flou, justement, pour laisser, pour que tu viennes et que tu t'en saches un peu plus. Mais bon, il y a un risque. Moi, on m'a dit, je vais y aller, donc c'est le 27 juillet. Je dois y aller, de toute façon, c'est obligé. À Paris? Non, ici, à Nancy, c'est avec la DGSI qui vont faire le déplacement, je pense, jusqu'au boulevard Lebeau. C'est à 14h. Et je vais y aller. Il y a un risque. On m'a dit que c'est 4 heures maximum pour être entendu en tant que témoin. Après, je peux partir. Par contre, ils peuvent transformer en garde à vue. Et ça arrive assez souvent. Donc, c'est une manière un peu fourbe de ne pas venir te chercher directement, mais de te mettre en garde à vue après. Après, ça peut aussi très bien se passer. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être encore un vieux truc d'Anonymous. Je ne vois pas où ils veulent en venir. J'ai déjà donc, cet autre procès à Paris là, qui me tend le nez, où ils veulent me condamner alors que j'avais été relaxé parce que j'ai déjà été jugé. Donc, ça sent un petit peu l'acharnement. Puis là, il y a le procès qui arrive par rapport en Allemagne le 1er septembre. Bref, là, je me dis, là, c'est bon, je vais devoir y retourner. Déjà, c'est sûr, en Allemagne, probablement 8 mois au minimum, voire plus. Donc, ça me travaille un petit peu quand même. Ça me déstabilise dans mes projets, même ne serait-ce que pour le projet de maraîchage, ça m'embête un petit peu aussi de ne plus pouvoir être présent. Et puis, c'est chiant, quoi, parce que ça. Après, moi, c'est pas ça qui va m'arrêter, ça, c'est clair. Et je continuerai. Enfin, je pense qu'ils ne comprennent toujours pas que c'est pas en réprimant qu'on arrive à arrêter la révolte, mais c'est en écoutant ses origines, et qu'il y a plein de choses qui ne vont pas et que la révolte va continuer à monter. Et moi, je tiens juste à dire aussi que par rapport à ce qui se passe actuellement avec le pass sanitaire, l'obligation vaccinale, qui est des atteintes que je considère très graves à la liberté, notamment avec ces contrôles généralisés, où encore une fois, on va devoir montrer un pass, on va devoir montrer même parfois une carte d'identité aussi. Donc c'est ridicule, ça va exclure plein de personnes qui sont parfois même des sans-papiers ou des personnes qui ont besoin de se régulariser, qui ont plein de problèmes. Et moi, je suis contre cette société du contrôle orwellien et c'est ridicule de mettre ça en place. Et si vraiment il y a ce besoin de vacciner autant, il faut arriver plutôt à le faire par la confiance. Et là, il n'y a aucune confiance par rapport à ce qui se passe, par rapport à la manière dont cette crise sanitaire elle est gérée. Les hôpitaux sont abandonnés alors que ça fait plus d'1 an. Il aurait pu quand même un petit peu mettre de l'argent. Il faut savoir qu'en 1 an, il y a les 500 personnes les plus riches de France qui ont augmenté de 300 milliards leur patrimoine. Donc, en fait, il y a des personnes qui se font énormément d'argent pendant le coronavirus. Donc, de l'argent magique, il y en a à gogo. L'évasion fiscale, on peut encore en reparler. Et j'avais vu d'ailleurs cette info hyper intéressante qui disait que 55 milliards d'euros, c'est le coût par an pour la santé à cause de la malbouffe. Donc, le fait qu'on mange de la merde. Tu vas manifester ou tu manifestes contre? Moi, je suis à Nancy, je manifeste depuis le début contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Je ne suis pas pour ou contre le vaccin, ce n'est pas le débat pour moi. Là, le débat, il faut se concentrer là-dessus, il ne faut surtout pas divaguer parce que c'est ce qu'ils cherchent finalement. C'est clair que pour ou contre le vaccin, les personnes vont se mettre sur la tête et ça va diviser les Français encore plus. Ce qu'il faut se battre, c'est juste pour la liberté. Et la liberté, on l'avait toujours, de se faire vacciner ou pas, le choix. Et en fait, ça, c'est un truc qu'il faut faire. Et si vous voulez que les personnes se vaccinent, il faut le faire par la confiance, pas par l'obligation. Ça marchera encore moins. Ça, c'est juste un truc que j'aimerais dire. Et dis-moi, est-ce que tu votes? Est-ce que tu as voté au dernier scrutin? Alors, dernière discussion, non, parce que moi, j'ai bien cette citation de Coluche qui dit si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Et comme tu le sais, dans la déclaration du G20 que j'ai faite, il y a cette citation que j'aime beaucoup de Sieyès, qui a participé à la Révolution française et qui est un bourgeois qui a récupéré juste après et qui l'a dérivé de sa notion démocratique, et qui disait que la France ne peut pas être une démocratie parce qu'elle est gouvernée, parce que les personnes en général n'ont pas la capacité intellectuelle, n'ont pas les connaissances nécessaires, les citoyens de base n'ont pas les connaissances nécessaires pour écrire des lois, pour gérer leur propre vie. Donc nous ne devons pas être une démocratie, mais nous devons être un régime représentatif. Et c'est un choix qui doit être fait entre les deux, quoi. Et aujourd'hui, on est toujours dans un régime représentatif. Et à l'époque, il disait bien que c'était différent d'une démocratie qui est le pouvoir pour le peuple et par le peuple. Et actuellement, on n'a même pas de retour. C'est-à-dire, on a un dirigeant qui fait n'importe quoi comme Macron, on n'a aucun moyen de le condamner, ou ne serait-ce que sur ses mensonges ou d'autres. On est totalement perdu, on n'a aucun pouvoir. Donc moi, je ne considère pas que c'est une démocratie, je considère qu'on est dans un régime représentatif. Et ça ne m'intéresse pas d'alimenter ce genre de choses. Et je préfère mettre mon énergie. Après, c'est mon point de vue, je comprends. Il y a des personnes qui disent oui, il faut voter blanc. Le problème, c'est que le vote blanc n'est même pas comptabilisé. Donc finalement, si vous votez tous blancs et il y a juste 2 personnes qui votent pour 2 candidats, ils vont dire bon, bah incroyable.
il y a eu 100% de participation, 50% pour tel candidat, 50% pour l'autre. En fait, il n'y en a que 2 qui ont voté, le reste a voté blanc. Donc, il n'est pas reconnu. Donc, moi, j'estime que c'est plus intéressant de ne pas voter, parce qu'en fait, l'abstention veut aussi dire quelque chose. L'abstention veut aussi dire qu'on ne se sent pas exister à travers cette manière de faire de la politique, et donc, on ne veut même pas y participer. Mais c'est le reflet, ce n'est que le reflet de ce que la classe politique nous renvoie, et de ce que ce système, de ce que cette assemblée, de ce que ces parloirs continuels dans les parlements renvoient comme mépris vis-à-vis des personnes. Et en fait, juste pour dire un dernier truc. Je veux pas débattre, c'était pas l'objet de notre rencontre, mais j'ai fait un édito là-dessus, mon dernier. La difficulté, c'est que l'abstention, elle profite, ça c'est statistique, comment dire, elle profite en premier lieu à La République En Marche et à Emmanuel Macron qui au niveau du discours, dit qu'il lutte contre l'abstention, mais il est très content plus il y aura d'abstention, plus il y a de chances qu'il passe, quoi. Parce que les gens sont sous-informés, mal informés, etc., quoi. Donc voilà, je suis d'accord avec toi, mais d'une certaine manière aussi, moi je me dis qu'un gouvernement élu avec 80% d'abstention et un gouvernement élu avec 20% d'abstention, il y a une légitimité qui est beaucoup plus fébrile si c'est 80% d'abstention, et les personnes auront beaucoup plus de force à imaginer d'autres choses et à oser aller dans la rue, à oser occuper des espaces. Et moi, j'ai grande espérance par rapport à ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a les Gilets jaunes. Et d'ailleurs, je tiens à dire que les manifestations des Gilets jaunes et les manifestations portées par l'extrême droite sont complètement différentes, c'est-à-dire ils ne se rejoignent pas. Donc, en fait, ça montre aussi moi, je pense qu'il faut rejoindre ces manifestations de Gilets jaunes. Il faut y être, il faut être présent. Et il faut continuer parce qu'il y a aussi eu la réforme des retraites, il y a la réforme de l'assurance chômage. Donc, il y a plein de choses qui ont été glissées en même temps que le pass sanitaire. Il ne faut pas oublier de les mentionner. Et il faut être présent. Je pense moi, j'ai bonne espérance que ça continue à monter, que samedi, il va y avoir beaucoup de personnes et que de plus en plus de monde se mobilise, qu'on arrive en fait à faire reculer ce gouvernement par rapport à ces mesures liberticides et au recul des libertés et des droits des travailleurs. Enfin, c'est inadmissible. Dis-moi, dernière question, l'échéance pour le procès de Paris, c'est quand le délibéré? Le 1er septembre, et le délibéré, ça va être très vite après. Après, je crois que c'est un mois un petit peu encore de battement, le temps que je reçois la lettre et que je dois me présenter en prison. Moi, j'espère que l'Allemagne, c'est le 1er septembre, mais Paris, c'est le 13 septembre. C'est le 13 septembre, c'est quoi? C'est le jugement en appel. Oui, c'est ça, c'est le jugement à Paris par rapport à Rémi Fraisse sur où là, on réclame, dis-moi avec sursis plus une amende. Dis-moi avec sursis, même plus d'amende. Avant, c'est ça qui n'a pas de sens. En première audience, ils me demandaient 4 000 euros. Ils font appel, et en appel, ils me demandent 10 mois de prison avec sursis. Mais c'est parce que c'est un autre procureur, il a même oublié que ce qui était demandé à la base. Moi, je lui ai rappelé pendant le procès, je lui ai dit, c'est drôle que vous me demandiez 10 mois parce que c'est pas du tout ce qui a été demandé par le procureur. Tu es quand même défendu par un avocat ou tu étais seul à te défendre? Non, j'ai été défendu par un avocat, et du coup, ça va. La bonne nouvelle, c'est que tu les énerves, quoi. Bah, ça, c'est sûr que je les énerve, ouais. Je crois que tu es un cas quand même très particulier, quoi. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup comme toi sur tous les fronts. Et ce que je trouve, j'allais dire agréable, oui, c'est le mot, c'est que tu le fais avec une sorte de persévérance, mais aussi de légèreté. C'est-à-dire que tu nous fais pas de leçons, tu n'es pas un idéologue, même si quand on parle, on voit bien qu'il y a une grosse réflexion derrière, quoi. Mais donc, écoute, heureusement que tu es là, quoi. Moi, je sais que c'est pas simple pour toi, c'est une partie de ta vie qui est en même temps, j'allais dire tu la sacrifies, mais tu l'as choisi aussi. C'est le combat aussi, j'ai l'impression, te nourrit et t'équilibre. Et non, mais en vrai, je veux aussi en parler parce que ça, c'est. J'étais en relation avec une personne, et quand je suis sorti de prison, je suis allé la voir. Et elle m'a dit que c'est pas bon pour un enfant d'avoir son papa en prison. Mais déjà, on n'avait même pas parlé d'avoir d'enfant. Enfin bref, ça me. Quand moi, ce qui est tragique, je trouve, dans les relations amoureuses, spécialement dans celle-ci, ça ne m'intéresse pas d'aimer quelqu'un qui ne m'aime pas ou qui ne m'aime plus. Mais quand une personne continue à vous aimer, mais ne peut pas vivre avec vous parce que la vie que vous menez n'est pas assez stable, c'est quelque chose de tragique. Voilà, je tenais juste à dire ça. Et donc, on prend des parties de toi-même quand même. Mais moi, je pense qu'il faut se bouger de toute façon parce que tu peux faire un gamin, mais si tu as une planète qui n'est pas vivable pour lui, ça ne va pas être intéressant de faire un gamin. Et au final, tu vas plus le regretter qu'autre chose. Donc moi, je ne regrette pas, mais c'est vrai que c'est des choses qui pèsent et qui ne sont pas faciles à vivre. Mais en même temps, je n'en veux pas du tout à cette personne et c'est très bien qu'elle ait réussi à exprimer
Mais voilà, ça, c'est des tragédies qui sont pas forcément visibles. Mais je veux pas forcément trop en parler, mais je pense que c'est quand même un truc qui m'a pris beaucoup d'énergie. Loïc, Bref. je te remercie. Et donne-nous des nouvelles. On informera les lecteurs de Blast à ce qui t'arrive et si on peut t'aider, si on reste en contact, quoi. Ah oui, et je voulais dire, bon, c'est un petit truc, mais je fais un petit peu plus quand même parce que j'ai des potes sur Nancy qui sont en train de faire un projet très intéressant. Tu as l'immobilier qui monte, le prix de l'immobilier qui monte tout le temps. Et là, il y en a qui ont réfléchi à un truc qui a été fait aussi en Allemagne beaucoup, où ils rachètent des bâtiments, des appartements, et ils bloquent, en mettant sous une association, ils bloquent le prix de location. Ce qui fait que, par exemple, en Allemagne, à Fribourg, il y a des endroits où il y a des appartements qui ont été rachetés, et le même type d'appartement juste à côté, le prix a doublé de loyer, alors que c'est le même appartement avec les mêmes choses à l'intérieur. Et du coup, il y a un projet comme ça à Nancy qui s'appelle Ancrage. Si vous voulez soutenir, vous pouvez le retrouver sur Internet. Ils sont en train d'essayer de mettre en place ces fonds pour pouvoir acheter ce bâtiment. Et il manque encore 50, 100 000 euros à peu près. Et ça, vous pouvez retrouver. Donc, c'est Ancrage Nancy, dont vous pouvez retrouver sur Internet. Bon, je vais regarder ça. En tout cas, merci, merci d'être là et de contribuer. Merci à toi aussi.